Donc voilà, je disais que j'étais avec Dimitri Nagzaj qui est docteur en psycho et consultant en sciences du comportement. Voilà. Dimitri, on se connaît, hein, on va pas faire semblant, mais on a fait la fac de psycho ensemble à Dijon, enfin une partie en tout cas. Ouais, Donc voilà, on se connaît déjà depuis un petit moment. Et puis donc Audrey Chabal qui est une consoeur, qui est journaliste comme moi, et qui est autrice d'un bouquin sur le nudge qui s'appelle Souriez, vous êtes nudgé. C'est ça, Audrey? c'est ça. Ouais. Bon, du coup, on aurait dû en parler en amont, mais on l'a pas fait. Je vais tutoyer Dimitri ce soir. Est-ce qu'on se tutoie? Est-ce qu'on se vous voit? Oh, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Allez, entre collègues, on se tutoie. Ça marche. Bon, donc ce soir, comme tous les soirs, vous avez les commandes. Le point d'exclamation livre pour avoir les références du livre d'Audrey dont je viens de vous parler. Le point d'exclamation lien pour avoir un petit article de sciences humaines sur le nudge si vous voulez en savoir plus, même si vous allez en apprendre pas mal ce soir. Et un point d'exclamation replay si jamais vous ne pouvez pas faire tout le live avec nous, si jamais vous avez raté le début ou peu importe, vous pouvez accéder sur notre chaîne YouTube à voilà, l'intégralité de ce qu'on va faire ce soir, qu'on va dire ce soir, même si sans doute que je couperai le début. Maintenant que ça marche bien, on va essayer de faire ça proprement pour YouTube. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Maintenant, je vais vous laisser la parole à nos invités. Je voulais commencer par une question plutôt pour Dimitri qui est chercheur dans le domaine, mais encore une fois, on est trois, donc si Audrey, vous avez déjà des choses à dire, n'hésite pas. Voilà, pour poser un peu le cadre, parce que je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce que sont les sciences du comportement. Donc, est-ce que Dimitri, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Ouais. Alors, les sciences du comportement, c'est le regroupement de plein de disciplines scientifiques différentes, comme la sociologie, ça va être aussi la psychologie clinique, la psychologie cognitive, la psychosociale dont je fais partie. On va avoir l'économie, un peu de la biologie aussi, tout ce qui est neuropsychologie assez récemment. C'est en fait toutes les disciplines scientifiques qui vont s'intéresser au comportement des individus et pas que au comportement en fait. Il y a aussi toute la sphère des idées, donc ce qu'on appelle dans le jargon des attitudes. C'est un peu contre-intuitif parce que quand on parle d'attitude, on va parler plutôt de ce qu'on a dans la tête. Donc ça va regrouper les opinions, les croyances, les idées, les avis, les points de vue. Et les sciences comportementales, en fait, un des objectifs principaux des sciences comportementales, ça va être de chercher à comprendre les attitudes et les comportements, essayer de comprendre notamment pourquoi il y a un écart entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Malgré qu'on aura tendance à penser, il y a effectivement un écart entre nos comportements et nos croyances, nos idées, nos opinions. Et puis, ultimement, comment changer les comportements des individus. Et c'est le sujet de ce soir, si j'ai bien compris. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment changer les comportements? Il y a donc ce courant des sciences comportementales est assez ancien, je crois. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont cherché depuis un petit moment à trouver des moyens d'influencer nos comportements. Est-ce que tu peux Oui, nous rappeler un petit peu d'où ça vient? il y a énormément de choses. J'ai pas énormément étudié la question, mais et d'ailleurs ça je le pique au livre d'Audrey qui pourra en parler certainement mieux que moi. Mais si on remonte au début des années 1900 outre-Atlantique aux États-Unis, euh, pendant la Première Guerre mondiale, le président qui était à l'époque Woodrow Wilson en 1900, je sais plus 16 ou 17, avait fait campagne sur le fait qu'il ne s'engagerait pas dans la Première Guerre mondiale, que c'était pas leur guerre. Et quand il est arrivé au pouvoir, en 5 mois, il a changé d'avis et il a créé une commission qui s'appelait la commission Krill. Krill, c'était le monsieur à la tête de la commission, pour trouver des moyens pour changer l'opinion des gens, pour les pousser, donc les Américains, à participer à l'effort de guerre, principalement donner de l'argent. Donc c'était une tâche relativement ardue, parce qu'il s'est fait élire après une campagne dans laquelle il a promis, juré que il ne participerait pas à la Première Guerre mondiale. Ah, Et dommage. 5 mois après, voilà, ils ont changé d'avis. Donc cette commission Krill, elle a vu naître, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez
la fameuse affiche I want you for US Army, Ah oui, donc avec le le mec qui pointe son chapeau, doigt voilà, comme avec ça. le doigt comme ça, bah, ça vient de la Ok. commission CRIL. C'était à la base pour soutenir les forces de guerre. Il y avait également plein de choses, hein, mais ils ont par exemple créé ce qu'on appelle toujours les 4 Minute Men, où dans l'espace public, au théâtre, dans les églises par exemple, il y avait des gens qui spontanément récitaient un discours, plein d'arguments positifs en faveur de l'effort de guerre. En fait, tout ça s'était organisé pour essayer de changer, d'orienter l'opinion publique et effectivement changer les comportements. Ça Et ressemble à un peu à de la partir propagande, ce que tu nous dis là. Ah, mais c'est complètement de la propagande. À partir de ça, il y a une personne qui faisait partie de cette commission CRIL qui s'appelait Edward Bernays, qui a été renommé le pape de la propagande, ou qui lui-même disait qu'il faisait de la propagande. C'est ce monsieur-là qui a inventé le terme de relations publiques, parce que ça passe mieux que propagande, Mhm. et qui après a complètement développé, a fait toute sa carrière où il a aidé énormément d'entreprises et énormément de gouvernements à créer des systèmes d'influence pour changer les opinions, puis changer les comportements. J'ai en tête, et Audrey, arrête-moi hein, si je me trompe ou si tu as des trucs à rajouter surtout, mais le fait, par exemple, j'avais vu dans un documentaire ou un livre, je sais plus, ou peut-être même son livre à lui, Edward Bernays, qui s'appelle Propagande. Euh, il expliquait, par exemple, qu'il avait été commissionné par une entreprise qui périclitait un peu. Cette entreprise vendait du bacon. Et il a, après avoir expérimenté pas mal de choses, en fait, il a vendu le bacon au travers d'une alimentation saine et équilibrée, une bonne alimentation au petit déjeuner. Et il avait ramené des docteurs, principalement pour faire passer le message, parce que les docteurs sont une source incroyable pour la persuasion. C'est des gens en qui on a confiance, hein, surtout Mhm. quand ils parlent de santé. Et il faisait dire au docteur que oui, avoir un bon petit déjeuner, c'était quelque chose de très important, très bon pour la santé. Et hop, derrière, il pouvait vendre l'idée du bacon au petit déjeuner avec les œufs. Et alors, c'est lui qui le dit. Peut-être que c'est pas forcément vrai, mais en attendant, aujourd'hui, dans la culture américaine, on a toujours cette idée du petit déjeuner un peu à l'anglaise, dans lequel il y a du bacon en plus. Il a fait la même chose avec les cigarettes, où il a expliqué dans son livre que alors, une certaine époque, aux États-Unis, seuls les hommes fumaient parce que c'était mal vu pour les femmes de fumer. Et plutôt que d'essayer de vendre la cigarette aux femmes en disant mais si, regardez, c'est bien pour vous aussi, vous pouvez fumer, il a vendu ça comme étant une arme de parité. Voilà. En expliquant que voilà, il fallait l'égalité homme-femme et que ça pouvait aussi passer. C'était, comme ils disent, de l'empowerment que de fumer également. Et donc voilà, ça c'est des formes de ce qu'on pourrait appeler, en tout cas de ce qu'il a appelé la propagande. Et on peut retrouver ça encore aujourd'hui dans les discours politiques ou en gros dans le marketing. Mais depuis, effectivement, ça c'est un peu un ancêtre des sciences comportementales. Et ça a évolué dans différentes branches. Ça a évolué, comme je Mhm. dis, dans le marketing. Ouais, Ça a parce que évolué comme tu dans disais, les relations publiques. le terme de Ouais. propagande et puis cette façon de faire peut-être est un peu dépassée aujourd'hui, ça passerait sans doute moins bien de faire quelque chose d'aussi, alors gros, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, Bah, c'est c'est pas très discret, quoi. d'appeler ça frontalement de la propagande, ouais, forcément, parce qu'en plus de ça, on a tous une étiquette d'une propagande de guerre ou vraiment politique de la propagande. Mais c'est juste des termes différents pour des techniques qui restent plus ou moins identiques, d'arriver à changer les attitudes et les comportements des gens d'une façon ou d'une autre, que ce soit euh, pour l'intérêt commun ou pour des intérêts privés. Voilà, si on regarde aujourd'hui la publicité, c'est un peu le même genre de procédé. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après. Et les sciences comportementales, c'est un peu ouais, les petits-fils de la propagande telle qu'elle a été créée au début de 1900. Et on a d'autres choses comme le marketing, qui est un monde parallèle aux sciences comportementales, qui d'ailleurs fait partie des sciences comportementales, utilise les mêmes principes, les mêmes théories, parfois avec des noms différents. Donc voilà, euh, pour, euh, pour l'historique, on peut dire assez rapidement, hein, parce que j'oublie beaucoup de choses, et ça n'a Et certainement on peut pas pas tout été traiter ce inventé soir. en 1900. Voilà. Ok, très bien. Et alors, donc ça c'est pour les débuts. Après, ça a évolué vers d'autres choses, donc tu t'en parlais. Ce soir, on va parler en particulier du nudge. Là, je vais m'adresser plutôt à toi, Audrey. Donc, tu parles de ça
dans ton livre. C'est quoi exactement le nudge? Parce que c'est un terme qu'on ne connaît pas forcément. Et en quoi c'est différent de la propagande dont parlait Dimitri tout à l'heure? Alors, c'est amusant parce que les exemples qu'il donnait d'Edward Bernays, j'en parle longuement dans mon livre, justement comme une amorce de ce qui se fait aujourd'hui. Alors, pour repartir sur le terme du nudge précisément, donc le nudge en anglais, to nudge, ça veut dire donner un coup de coude. Mhm. Euh, c'est voilà, c'est cette idée. Alors nous, le coup de coude, ça va être un petit peu violent, mais dans l'idée du terme anglais, c'est en tout cas plutôt donner un petit coup de pouce, plutôt quelque chose d'assez doux qui permet d'accompagner et d'aider un individu sur le chemin d'une décision ou d'une action. Donc ça a été réutilisé, ça a été marketé en fait par Richard Thaler et Cass Sunstein. Donc Richard Thaler, qui est un économiste, et Cass Sunstein, un juriste. Ils ont écrit ensemble un ouvrage de sciences comportementales et leur éditeur leur a demandé de le nommer Nudge, justement pour attirer un petit peu l'attention. Et l'idée, ce qu'ils montrent dans leur ouvrage, c'est vraiment de comment on arrive à influencer les individus pour les orienter de manière plus ou moins consciente vers telle ou telle décision. Ce qui est intéressant dans le lien, je fais le lien avec Edward Bernays de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Edward Bernays était le double neveu de Sigmund Freud. Je le précise parce que c'est pas anodin en fait. Il a utilisé vraiment cette technique de la psychanalyse pour influencer, par exemple sur les cigarettes. L'idée, c'était de reprendre l'image phallique de la cigarette pour que les femmes se réapproprient ça. On a parlé d'empowerment, c'est exactement ça. Mhm. Se réapproprient cet objet pour en faire quelque chose de l'ordre de l'empouvoirment de parité. Avec Nudge, c'est exactement pareil. On va inciter les individus à prendre des décisions. On leur laisse le choix et on les pousse à prendre une décision, mais sans que ce soit vraiment dit, comme exactement comme dans le cas de la cigarette. C'est-à-dire que les femmes ont emparé la cigarette pour dire, voilà, on brandit ces torches de la liberté, puisqu'elles les avaient appelées Ouais, comme ça, carrément. la liberté, voilà. Ok. Euh, et là, c'est exactement pareil pour les notes. C'est-à-dire qu'on va s'engouffrer dans une décision ou dans une action sans se rendre compte derrière qu'on a été influencé par des techniques marketing, des techniques de sciences comportementales, de psychologie sociale et de psychologie cognitive. Donc, c'est souvent insidieux. Et ce qui est intéressant en fait avec le nudge, c'est que enfin, c'est un outil qui vient directement donc, des sciences comportementales et qui est utilisé que ce soit par les entreprises publiques ou les entreprises privées, Mhm. enfin les États, les sociétés publiques et les entreprises privées. Parce qu'on y trouve quelque chose de l'ordre de la facilité, c'est à la fois présenté comme un petit outil simple et facile d'utilisation et de mise en place, avec une efficacité qui est présentée comme étant assez redoutable. Euh, Après, on y reviendra peut-être plus tard, mais l'efficacité est pas toujours démontrée. Mais On y reviendra. Euh, mais par rapport à ce que tu dis, j'ai quand même une question qui me vient, c'est en quoi c'est différent par exemple de la pub ou des autres façons qu'on a d'influencer le comportement des gens. On sait que la pub, ça marche, parfois malgré nous, sinon les industriels s'amuseraient pas à payer aussi cher pour faire de la pub partout. Pourquoi le nudge c'est différent de ça? parce qu'à mon avis, c'est insidieux. C'est-à-dire ce qui est peut-être important que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que le nudge a été théorisé par deux chercheurs qui sont issus du courant libertarien. Donc pour eux, le libertarianisme, c'est l'idée que la liberté individuelle est supérieure à tout. Donc laisser le choix aux individus est une condition suprême. Donc Mhm. pour eux, ils
vont associer ce libertarianisme au paternalisme. Ils vont faire ce qu'on appelle du paternalisme libertarien, qui est l'idée d'influencer les individus sans forcément leur imposer quelque chose. Donc c'est différent de la publicité dans la mesure où la publicité, on va matraquer, on va marteler un message et en espérant que peut-être ça va toucher les individus. Là, la différence, c'est qu'on laisse le choix. On propose des options, on modifie ce qu'ils appellent l'architecture du choix. Donc, je donne toujours l'exemple du site Internet parce que c'est assez parlant. Un site Internet, vous avez une manière de vous déplacer sur le site Internet. Cette manière de se déplacer a été pensée en amont par des ingénieurs, par des designers, qui en fait font de l'architecture du choix. C'est-à-dire qu'ils vont réfléchir à la manière de vous amener à cliquer plus rapidement, plus vite, pour accéder à un contenu et pour acheter, évidemment. C'est Ouais. l'objectif. Par exemple, ça peut être, ça me fait penser, des fois il y a des sites, notamment des sites d'infos, où il faut cliquer sur un lien pour voir l'article en entier. Au début, il met juste une partie de l'article. Après, il faut cliquer pour avoir l'article en entier. C'est ce genre de choses. Alors, par exemple, mais ce qui va être assez parlant en termes de nudge, c'est notamment tout ce qui est les fenêtres pop-up de cookies. Ah oui. Vous voyez, ces encarts qui s'affichent en expliquant voilà, ce que sont les cookies ou les conditions générales d'utilisation. C'est très long, personne ne les lit. Ouais, Euh, c'est clair. il va y avoir en vert un petit bouton j'accepte. Et puis en rouge ou bien en petit, lire la suite ou paramétrer mes choix. Et en Ouais. fait, là-dessus, c'est tout petit, on ne le voit pas ou bien c'est en Hmm. rouge, donc on clique dessus. En revanche, le bouton vert j'accepte, on va cliquer dessus de manière assez automatique, Ouais. sans y réfléchir, sans savoir ce qu'on accepte finalement. On clique dessus, ça c'est du nudge, typiquement D'accord. parce qu'on utilise des couleurs chatoyantes qui font appel à notre vision. Le rouge, c'est non, le vert, c'est oui. Donc, du coup, on va cliquer de manière un peu inconsciente et un peu automatique. Hmm. Donc, ça, D'accord. on va cliquer sans On a une réflexion. question dans le chat par rapport à tout ça. Salut Sigfy ou Sigfi, je sais pas. Bienvenue, c'est la première fois que tu es là ce soir. Ou en tout cas que tu parles dans le chat. Comment positionnez-vous le nudge par rapport aux techniques issues de la théorie de l'engagement? Donc, entre parenthèses, pied dans la porte, amorçage, leurre, qui serait tout aussi insidieuse. Est-ce que c'est en parallèle de ça? Est-ce que ça fait partie de ces techniques? Alors, je pense pouvoir répondre à ça. En fait, les nudges, alors ça c'est mon point de vue personnel. Pour moi, les nudges, c'est un peu un gros sac dans lequel on a mis plein de leviers psychologiques, entre autres, hein, qui permettent de changer les comportements euh, avec quelques petites particularités, comme l'a dit Audrey. Il faut que ce soit plutôt insidieux ou en tout cas que ce soit pas direct, que ça laisse les choix à la personne, qu'il n'y ait pas de rétribution financière, qu'il n'y ait pas de contraintes. Donc voilà, pour moi c'est ça. Les nudges, c'est une catégorisation de leviers psychologiques. Et parmi ces leviers-là, on peut retrouver, oui, des processus qui peuvent s'apparenter à l'engagement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les principes d'engagement en sciences comportementales, euh, c'est assez simple en fait. Il s'agit de faire quelque chose aux individus pour que par eux-mêmes, par la suite, ils continuent ce premier pas, un premier comportement. Quand on utilise des processus d'engagement, on a ce qu'on appelle un acte préparatoire. Je sais pas comme exemple ce que je pourrais trouver. Bah voilà, dans la rue, vous vous promenez dans la rue, au centre-ville, et vous avez des personnes qui vont vous interrompre, qui vont voilà, écarter les bras, bonjour, comment tu vas, ça va bien aujourd'hui. Donc c'est des personnes qui bossent pour la Croix-Rouge ou autre, Je crois et que qui je vont vois, ouais. commencer par établir, voilà, qui vont commencer par établir une première discussion. Ensuite, tu as le temps, pas longtemps, 2-3 minutes pour répondre à mon questionnaire. Donc voilà, vous répondez au questionnaire. C'est des questions, qu'est-ce que vous pensez de la fin dans le monde? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Enfin, je caricature un peu, mais voilà, l'idée c'est de vous faire un truc qui coûte pas grand-chose,
répondre à des questions, enfin, interagir avec la personne d'abord, répondre à des questions, donc accepter de s'arrêter pour répondre à des questions. Et à la fin du questionnaire, on déballe la requête, la vraie requête. Hein. Ben voilà, on a besoin d'argent. Est-ce que tu serais d'accord pour donner 1 euro, 5 euros par mois? Et ça, c'est un processus d'engagement. Et alors, je ne sais pas si ça peut être compté comme un nudge ou pas, mais en tout cas, ça coche toutes les cases du nudge. Ce qui fait que, oui, on peut associer les nudges ou en tout cas le processus d'engagement, ça peut être un nudge. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pour moi, alors je ne sais pas pour toi Audrey, mais c'est très difficile de définir ce qui est un nudge parce que la définition est un petit peu vague. Et plutôt que la définition des auteurs, de Sunstein et Thaler, il y a 2 autres auteurs, Nice et Engelen, qui proposent que le nudge, c'est toute influence des décisions et des comportements qui se font de façon automatique, mais qui laissent la réflexion possible. Voilà. Et c'est pareil, en fait, avec cette définition-là, on peut mettre énormément d'autres principes de sciences comportementales, comme l'engagement et tout ce qui a été précisé, technique de l'heure, technique je me souviens plus, mais on a des trucs un peu plus connus, parce que les noms sont sympas, mais il y a le pied dans la porte, porte-au-nez, toutes ces techniques-là. Ça peut être compris comme étant des nudges. Alors, comment ils s'appellent ces 2 auteurs dont tu parles? Nice et Engelen, mais ils ont fait une étude, ils ont plusieurs études, mais ils ont sorti un article il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas, 2017, entre 2017 et 2020. Il y a plein d'articles entre 2017 et 2020. D'accord. Et en fait, ils reprennent vraiment les fondements théoriques de Kahneman, avec notamment le système 1, système 2, et ils développent en fait ils reprennent toutes les théories qui ressemblent un petit peu à celle de Kahneman, avec système 1 et système 2, le système 1 étant une partie de notre réflexion qui serait plutôt automatique. Donc c'est ce que disait Audrey avec son exemple sur les sites internet. On va avoir un bouton vert et un bouton rouge, on va plutôt être attiré par le bouton vert, ou en tout cas vouloir cliquer plus facilement sur le bouton vert parce qu'on a associé le vert à des choses positives et le rouge au refus ou fermé. Voilà, donc ça va être ça, alors que le système 2, c'est plutôt un système réflexif, où on va réfléchir aux choses, on va vraiment se poser et puis adopter des comportements suite à une réflexion. Alors ça, c'est parfois un peu mal compris, c'est pas un pôle à gauche, un pôle à droite, il n'y a pas notre cerveau qui est coupé en deux avec à gauche, à droite, système 1 ou système 2, c'est juste illustratif pour montrer les 2 polarités de nos façons de réfléchir et les comportements. Okay. Et c'est plus un continuum entre les 2. Bon, alors on a pas mal de remarques dans le chat, je vais toutes les prendre, mais faisons chacune en son temps. On va finir avec Sikfi qui nous dit donc merci de votre point de vue. J'en ai un autre, mais peu importe. Donc il explique que les nudges seraient basés sur les biais cognitifs. Donc là, ça rejoint ce que tu étais en train de dire, Dimitri. Ouais, tellement. Et il dit sinon la porte au nez ne relève pas de l'engagement. Ok, la porte au nez, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais... La porte au nez, en fait, ça va de pair un peu avec, avec le pied dans la porte. Le pied dans la porte, en gros, c'est les personnes dans la rue qui t'arrêtent, qui te posent quelques questions et après qui te demandent un truc. Donc, en gros, ça, c'est un phénomène d'engagement avec un acte préparatoire où on te demande un petit truc, éventuellement un autre petit truc, et après, ce qu'ils veulent vraiment. Et le fait que tu aies déjà accepté initialement un petit truc, la probabilité que tu acceptes ce qu'ils veulent réellement augmente. C'est pas le pied dans la porte, ça? Ah non, ça c'est le pied dans la porte. Ok, autant pour moi. La porte au nez, effectivement, c'est pas un processus d'engagement, c'est un processus un peu inverse en fait. On va demander un truc énorme au départ, mais pas surréaliste. Et après, on demande vraiment ce qu'on veut. Une des premières études là-dessus qui a été réalisée dans les années 60, je ne sais plus exactement, par Cialdini, je crois. C'est ça, si tu mets le nom dans le chat, merci. Cialdini, contraste perceptif et concession réciproque. C'est ça, voilà. Où il demandait à des étudiants d'université, voilà, on a besoin de personnes pour amener des jeunes un peu difficiles, pour les encadrer tous les jeudis soirs ou jeudis après-midi pendant 2 ans ou 3 ans, voilà, ou une année, bref. Tout le monde a refusé. Qui voudrait passer, qui a le temps, qui peut, personne ne peut. Et suite à cela, il disait, bon, bah, ok, on comprend, 1 an, tous les jeudis, c'est peut-être un peu beaucoup, mais est-ce que jeudi prochain, vous seriez disponible pour nous accompagner pour une sortie au zoo? Ça, c'est une porte au nez. Et en faisant ça, plutôt qu'en demandant directement pour le jeudi prochain, on augmente la probabilité que ce soit accepté. D'accord. Effectivement. Parce que les gens sont réticents peut-être à dire trop de fois non d'affilée ou...
Ouais, il y avait une thèse en 2000, je sais plus, fin 2010, qui a étudié le sujet, mais je l'ai pas consulté. Je peux dire, moi, expliquer ça, ça peut être de la réciprocité, ça peut être d'autres choses, ça peut être une forme de dissonance. Enfin bref, il y a plein de possibilités, mais la personne dans le chat, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, a raison. C'est pas sur un phénomène d'engagement. Ok. Notamment. C'est utiliser ce système-là pour les dons. On va proposer, par exemple, de donner, on va envoyer un courrier en disant: «Est-ce que vous êtes en mesure de donner entre 20 et 30 euros?» Ça va augmenter le montant du don, alors que les personnes, si elles avaient donné d'elles-mêmes, elles auraient donné peut-être 5 euros. hmm, En fait, ça aussi, il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur la probabilité d'augmenter le niveau de don si on donne une fenêtre beaucoup plus élevée que celle qui aurait été donnée initialement. ouais. Donc ça fait partie Effectivement. du nudge pour toi, Audrey. Ah oui, 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 bien sûr, ouais. Pour moi, ça fait partie du nudge. Après, là où je suis d'accord, je rejoins Dimitri là-dessus, c'est que le nudge, malheureusement, c'est un terme qui est devenu un petit peu fourre-tout. La définition du nudge est extrêmement élastique. Typiquement, Kastenstein va donner comme définition du nudge, va inclure dans le nudge le passage piéton. Il va considérer que c'est un nudge. Pour moi, ce n'en est pas un, parce qu'il y a derrière un code de la route, qu'on peut avoir une amende si on n'emprunte pas Ouais. le passage piéton. Même si c'est rarissime de recevoir une amende quand on ne prend pas le passage piéton, mais en tout cas, pour moi, c'est de la signalétique qui n'est pas du nudge, alors que Kastenstein, lui, va considérer que c'est du nudge. Donc, on Hmm. voit bien que la définition est très élastique. Ce qui est peut-être important de souligner, c'est que le nudge, on est censé pouvoir en sortir. On est censé pouvoir avoir le choix facilement de prendre une autre option. D'accord. Ce qui n'est pas le cas avec des nudges un peu trop insistants, en fait. Ouais, donc ça répond à ta question, Lana RLN. C'est d'ailleurs bienvenue. Pareil, c'est la première fois que tu discutes sur le chat. Elle demandait comment différencier le nudge et le matraquage publicitaire. Donc là, c'est ça, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé. Le matraquage publicitaire, c'est vraiment, tu es obligé de te prendre le truc dans la figure tout le temps. Là, le nudge, tu peux voilà, prendre la tangente, trouver une autre option et puis laisser ça de côté, quoi. On est Euh, censé pouvoir s'en extraire facilement. C'est pas d'accord. toujours le cas. Donc Nénuve disait, moi je trouve ça plutôt rédhibitoire comme technique car trop intrusif. Et je me demande souvent comment ça peut fonctionner. Alors comment ça se fait que ça fonctionne? Parce que si les gens trouvent ça intrusif à première vue, apparemment ça marche quand même, quoi. Ben, Ça marche si parce qu'on ne s'en rend pas compte, Ça marche parce tout qu'on s'en rend pas simplement. compte. oui, À voilà. partir du moment où on s'en rend compte, c'est terminé pour le nudge. Le nudge Ah, fonctionne à partir du moment où on s'en rend pas compte. Typiquement, je prends un exemple récent parce que ça va parler à tout le monde, mais les petits panneaux, les petites incitations qu'on a vues fleurir pendant la pandémie, au début, ça a fonctionné pour garder ses distances, emprunter certains couloirs dans le métro ou s'asseoir ou ne pas s'asseoir à certains endroits. C'est de la signalétique qui est nudgée, qui est pensée pour justement nous inciter de manière assez simple, sans panneau, sans explication, sans rien du tout, pour nous inciter à adopter les bons gestes barrières durant la pandémie. Hmm. Mais effectivement, ça marche au début parce qu'on ne s'en rend pas compte et qu'on va suivre cette signalétique qui est très simple, on va la suivre. Et puis à partir du moment où on va soit l'oublier parce que le cerveau s'habitue, et donc il oublie et ça ne marche plus, soit on va se rendre compte qu'on est nudgé, et dans ce cas, notre cerveau va être un peu plus réticent et va se dire, est-ce que finalement je ne peux pas prendre une autre option, est-ce que finalement je ne peux pas faire différemment. Ça, ça fonctionne aussi parce qu'on ne s'en rend pas forcément. Alors Dimitri, je euh, crois que tu avais quelque chose à dire ouais, par j'ai un rapport à avis ça. un peu différent là-dessus. C'était quoi la question initiale? Parce que je m'en souviens plus. Tu Ben, peux me... alors attends, Si tu... bon, oui, la question c'était celle de Nénu, c'était... c'est comment est-ce que ça peut fonctionner? Si les gens Ok. euh,
ont l'impression d'être manipulés comme ça, et quand on en discute, je pense que Voilà. la réaction qu'on a, c'est attends, je vais pas me faire avoir comme ça, mais pourquoi ça fonctionne quand Oui. même, quoi. En fait, alors, je suis d'accord sur le début avec ce qu'a dit Audrey. Ça fonctionne parce que justement, on s'en rend pas compte. Il peut y avoir, il y a plein d'exemples de nudge, mais quand on fait face à un nudge, en général, on se rend pas forcément compte qu'il y a eu toute une architecture de choix, donc des gens qui ont réfléchi, qui ont changé la disposition des choses pour qu'on ait un comportement A plutôt que le comportement B. On s'en rend pas compte. Par contre, et c'est là où je suis pas d'accord avec Audrey, c'est que quand on s'en rend compte, ça peut fonctionner. Et d'ailleurs, par rapport à l'éthique, on en parlera après, je pense, mais il y a une étude assez récente de 2021 de deux chercheurs, je crois que c'est Bruns et Eponov, qui expliquaient qu'ils ont fait une revue systématique de littérature où ils ont passé en revue 87, 88 articles scientifiques qui relatent des nudges qui ont fonctionné. Et alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que dans 30, on va dire 33 articles, donc 33 situations, il y a eu des nudges qui ont été transparents. Donc des nudges dans lesquels on a dit, bah voilà, on a changé par exemple la disposition de la cuisine aujourd'hui, du self, pour que vous ayez des choix un petit peu plus sains au niveau de la bouffe. Donc on a mis en avant des salades plutôt que des hamburgers. Ok. Donc il y a des études qui sont avec des nudges dits transparents parce que l'objectif des personnes qui ont pensé le nudge est affiché clairement. Et ben, dans leur revue de littérature, dans leur revue systématique, ils ont vu que donc, sur les 87-88 articles, 33 relatent des nudges transparents qui fonctionnent mieux que des nudges qui ne sont pas expliqués. 52 qui relatent qu'il n'y a pas de différence entre un nudge qui n'est pas expliqué et un nudge qui est dit donc transparent et donc expliqué. Et seulement un ou deux cas dans lesquels on a des résultats moins bons quand on explique le nudge. Ce qui ferait que, un peu comme l'effet placebo d'ailleurs, quand ça joue sur ce fameux système 1, même quand on est au courant du truc, ça fonctionne. Et c'est pour ça, j'ai repris la définition de tout à l'heure, une définition un peu alternative du nudge, qui est de dire qu'on va utiliser des biais cognitifs ou jouer sur des biais cognitifs sans entraver la réflexion des individus, ce qui laisse la possibilité aux individus d'une de prendre la tangente, de prendre une autre option, mais surtout de réfléchir à ça et de se dire donc, bah ok, il y a eu un changement dans l'environnement, donc je peux réfléchir par rapport à ça. Mais si je réfléchis pas, si je fais les choses un peu rapidement, eh bien, je vais être manipulé, donc influencé par ce nudge, et je vais avoir le comportement qu'on cherche à me faire adopter. Et ça, c'est assez récent comme méta-analyse. Pardon, c'est pas une méta-analyse, c'est une revue systématique. Et je trouve ça vachement bien parce que ça prouve qu'on peut faire des nudges, on peut faire des sciences comportementales, on peut chercher à changer les comportements des gens de façon complètement transparente, en disant clairement les intentions avant même d'exposer les gens au processus de manipulation. Ouais, on se sent moins manipulé dans ces cas-là. Audrey, oui, vas-y. Moi, j'aurais peut-être un avis un peu critique là-dessus, c'est-à-dire que à partir du moment où on explique les choses, je considère qu'on sort du nudge. C'est-à-dire qu'on couple en tout cas un dispositif de nudge avec une information. Qu'est-ce qui fonctionne là-dedans? Est-ce que c'est le nudge ou est-ce que c'est l'information? Selon moi, c'est l'information. Quand on dit aux Ouais, individus, il faut manger de manière plus saine, c'est une information et les gens vont adhérer à cette information-là. Ils vont pas forcément adhérer au nudge. Donc pour moi, ces études-là, elles sont un peu biaisées puisqu'on ne sait pas ce qui fonctionne finalement chez les personnes. Est-ce que c'est le nudge, la salade mise en avant, ou est-ce que c'est l'information, la salade, c'est bon pour la santé. Alors, Donc je on serais revient, plutôt aussi enthousiaste que ça sur on revient sur le problème de définition du nudge, au final, puisque Ouais, là, a priori, c'est des nudges comme d'habitude, sauf qu'en plus de ça, il y a eu un petit panneau avant disant, bah regardez, on a changé, on a mis les salades à cette place-là pour que vous soyez plus tentés par les salades de façon un peu automatique. mais Donc, ouais, voilà, on revient ça, à cette c'est. question de savoir comment on définit un nudge. Et puis en plus, ça me semble une variable pas trop compliquée comment dire, à tester en fait. Il suffit de comparer un cas où tu as juste l'information et tu changes pas la disposition du self, avec un cas où tu as l'information et tu changes la disposition du self. Du coup, tu sais si c'est l'information ou pas. Ils ont fait ça, les chercheurs, ou pas? Là, sur la revue systématique dont je te parle, non, c'est plus un cas avec un nudge versus un cas avec un nudge plus
l'information. D'accord. Parce qu'il voulait vraiment, voilà, il travaillait sur les nudges transparents. Après, je pense que des études comme celle que tu expliques, ça doit exister, hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, De toute façon, il y a des études sur la persuasion. on a Sigfai qui demande cette revue de littérature est passionnante. Pourrait-on avoir la ref? Ouais, alors je l'ai sorti là en parlant, c'est Brun Seponov, 2021. Alors, Je attends, peux mettre vas-y. un numéro DOI, je peux faire quelque chose. Alors, si t'es sur Twitch, tu peux. Ah Si, non, je suis non, pas sûr. attends, vas-y. Envoie-la moi dans Skype. Je vais vous la mettre dans le Alors, chat. je mets juste Ouais, un le numéro. DOI, hein, c'est un lien pour Sigfai. Euh, mais oui, C'est pour faire bosser mes doctorantes. Ok. eh Donc, ben t'es voilà. prof Sigfai, c'est ça? Tiens, c'est bon. Après, s'il faut, je peux mettre la référence Bah, complète, hein. bouge pas. Je vais la mettre tout de suite. Je pense qu'avec le DOI, on doit pouvoir. Hop là. Je pense que ça devrait le faire. Copier-coller. Paf. Voilà. Bon, on avait encore des questions. Il y en a deux qui se rejoignent un peu. Un peu MCF. Comment ça, un peu MCF? MCF ou pas MCF? Ah oui, parce que pour toi, MCF, c'est pas prof, c'est ça? Bah, c'est quand même prof, non, Ah, MCF, on donne des cours, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas professeur des je- universités que... Alors, attends, je reprends mes questions. Il y en avait deux qui se rejoignaient là. Il y avait Orès qui disait tous les individus sont-ils aussi sujets à ce type de manipulation? Et Nenuf qui disait les gens qui pensent les systèmes de nudge sont-ils nudgeables? Je taquinais, MCF, oui, ok, Sigfry, donc t'es MCF. Ça marche. Euh, Ah, je n'arrive pas sur ce lien. Comment ça? Le lien ne fonctionne pas? Alors, je le teste tout de suite. Hop. Ah oui? Attends. Why policymakers should be transparent about the behavioral, c'est ça? C'est ça. Hendrik Ah bon? Bruns et Yavor Ponov. Alors, hop, je vais remettre copy link. Hop là. Alors, vous avez un autre lien un peu plus long, mais normalement ça devrait le faire. Dites-moi si ça marche. Ok, est-ce que quelqu'un a une réponse pour la question sur est-ce que tout le monde, y compris les gens qui font des nudges, est aussi nudgeable? Ben, je peux répondre en tant que personne qui. Alors, je prétends pas faire des nudges, mais en tout cas les sciences comportementales. Est-ce que tout le monde est susceptible d'être influencé par les sciences comportementales ou les nudges? À ma connaissance, je dirais oui, plus ou moins. Et est-ce que les nudgers peuvent être nudgés? Bah ouais, carrément. C'est pas parce qu'on est au courant de ce genre de processus qu'on n'est pas influencé par eux, parce qu'encore une fois, le principe des nudges et d'une partie des leviers utilisés en sciences comportementales, c'est justement de jouer sur des biais cognitifs, de prendre en gros des raccourcis qui vont nous faire automatiquement changer ou un peu influencer nos comportements sans qu'on y réfléchisse. Mais après, il y a aussi d'autres leviers qui sont qui demandent plus de la réflexion, de l'analyse ou de la concentration. Et ben ça c'est pareil, hein. On est aussi influencé, tout le monde est plus ou moins de la même façon influencé, toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr. Oui, puis j'aurais une petite anecdote là-dessus. C'est Kasten qui, au début de la pandémie, euh, c'est pour illustrer un petit peu cette dynamique des biais, en fait, comme quoi même des personnes qui sont très au fait des biais comportementaux peuvent se tromper. Et lui, en début de pandémie, il avait publié un article en disant, attention, on est en train de surréagir. C'est un biais, voilà, je ne sais plus comment il avait appelé ce biais-là, mais en gros, on est en train de surréagir à la pandémie. Et on s'est rendu compte un mois plus tard qu'en fait, il y avait une sous-réaction des autorités et du coup, il avait mal interprété un biais. Lui, il avait perçu la pandémie sous un biais il était lui-même biaisé Hmm. par sa propre perception.
Donc, comme quoi, même en connaissant tous les mécanismes et tout le fonctionnement et tous les biais cognitifs, on peut analyser une situation en fonction de sa propre histoire, de son propre environnement, de sa propre manière de percevoir les choses. Donc, Hmm. c'est un nudger peut être nudgé. Ouais. Ok. Du coup, Audrey, tu as lancé un peu le sujet. On avait aussi une question là-dessus de Lana qui demandait, alors qui parlait tout à l'heure, je vais retrouver. Oui, la théorie du nudge a été d'autant plus popularisée à la suite des restrictions sanitaires et donc de la pandémie. Mais pensez-vous que le pass sanitaire le soit? Alors, on a cette question du pass sanitaire, mais peut-être qu'on peut parler un peu plus de ce qui s'est passé pendant la pandémie. Je crois que c'est dans ton livre. Oui, 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 bah c'est l'objet même de mon livre. Enfin, en tout cas, c'est le fil rouge de mon livre. Je l'ai commencé pour la petite histoire au début de la pandémie en plein confinement. Je travaillais déjà un petit peu sur le nudge auparavant. Et puis, je cherchais une accroche d'actualité. L'accroche d'actualité est venue toute seule par un des discours d'Emmanuel Macron que j'ai considéré comme étant paternaliste libertarien. Donc avec cette idée de je vous donne la voie, la bonne marche à suivre, mais c'est à vous de prendre la bonne décision. Et donc par la suite, effectivement, mon enquête m'a prouvé que le nudge était utilisé par le gouvernement de deux manières. La première, c'est que le gouvernement possède en son sein un département de sciences comportementales. Ce département de sciences comportementales ne fait pas que du nudge, hein, ils font des sciences comportementales au sens large. Et ils travaillent sur plein de sujets, du chauffage au bois en passant par la réparabilité des objets électroniques, etc. Donc rien à voir. En revanche, pendant la pandémie, ils ont été sollicités par le service d'information du gouvernement pour mettre en place, pour les aider en tout cas dans la communication autour de la crise. Euh, donc ça, c'est un premier aspect. Puis le deuxième aspect, c'est venu par une entreprise privée qui est BVA. Mhm. BVA a été sollicité par le gouvernement pour mettre en place, là encore, des outils de communication et des nudges, notamment pour inciter les individus à adopter les bons gestes. Alors pourquoi le gouvernement les nudges et les sciences comportementales à ce moment-là, c'est tout simplement que à l'époque, souvenez-vous, en 2020, on n'avait pas de masque, pas de vaccin, pas de médicaments, qu'on connaissait rien au coronavirus et que du coup, le gouvernement un peu aux abois a fait appel à cet outil qui est le nudge, plus largement les sciences comportementales, pour inciter les individus à rester chez eux. Au départ, c'était ça. Ce fameux hashtag restez chez vous Ouais. fait partie des outils de communication qui ont été mis en place, qui ont été pensés, qui ont été nudgés pour inciter les individus, voilà, les citoyens à rester chez eux, et puis à fabriquer leurs propres masques, les fameux masques grand public, Ouais. puisqu'on n'avait pas de masques chirurgicaux, il fallait que les citoyens fabriquent et confectionnent leurs propres masques. Et ainsi de suite, en fait, les gestes barrières, toutes les communications qui ont été faites par radio, télé et autres, les spots du gouvernement, il y a des outils, ou en tout cas, il y a du langage un peu nudgé qui a été employé à ce moment-là. Ça ressemble Si- de loin à de la communication politique, mais Attention. mais pour toi, ce qui en fait de la communication politique et du nudge en même temps, c'est que ça a été théorisé par des gens qui font des sciences comportementales, c'est ça? Ben, en tout cas, il y a une volonté d'inciter sans contrainte. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu faire, comme dans certains pays, rendre la vaccination obligatoire, rendre l'isolement obligatoire avec des patrouilles de police qui passent, qui mettent des amendes extrêmement élevées, etc. C'était pas du tout le cas finalement. On était certes contraints de rester chez nous et certes contraints de
mettre des masques, etc. Mais ça a été accompagné de manière plus incitative pour justement ne pas tomber dans la coercition et pour tomber dans quelque chose d'un peu plus doux et on revient à Édouard Bernays, là, l'effort de guerre. C'est pareil, hein, le terme de guerre a été employé par Emmanuel Macron, ça sort pas de nulle part. C'est de la communication politique, certes, mais c'est de la communication politique qui est pensée pour inciter les citoyens à adhérer à ce discours-là et à participer à cet effort. Est-ce Euh, que, est-ce que pour toi, cette façon de faire de la communication politique, elle est nouvelle et elle se démarque de ce qu'ont fait d'autres avant sans avoir toute la théorie psychologique derrière? non, c'est pas vraiment nouveau. On le voit avec la commission Krill, hein. Ça date du début du XXe. Alors, on emploie des termes différents, des techniques un peu différentes qu'on adapte aussi au contexte, mais c'est pas vraiment nouveau. Le terme de Mhm. nudge est nouveau. Il a une dizaine d'années, mais les techniques, c'est toujours un petit peu les mêmes. Après, on les affine avec les théories des sciences comportementales, les évolutions de la psychologie cognitive, les connaissances qu'on affine. Et on peut un petit peu plus effectivement affiner cette communication-là, mais ça reste de la communication politique qui n'est pas nouvelle finalement. On Mhm. l'affine, on l'adapte à la situation actuelle. Et alors, du coup, pour toi, tu y as plus ou moins répondu, mais peut-être on peut essayer d'y répondre directement à cette question de Lana. Est-ce que le pass sanitaire, c'est du nudge? Plutôt que d'imposer directement, dire la vaccination est obligatoire, on incite en disant si vous allez vous faire vacciner, vous pourrez sortir, vous pourrez faire des choses que vous ne pouviez plus faire depuis le début de la pandémie. Oui, oui, alors là, encore, on revient sur cette notion un peu d'élasticité de la définition du nudge. Mais effectivement, pour moi, le pass sanitaire, ça fait partie de ces méthodes d'incitation. C'est-à-dire que le politique, c'est des choix politiques, hein. Là, le politique, plutôt que de décider de dire la vaccination est obligatoire, ce qui existe par ailleurs, hein. J'en parle dans mon livre, on a 13 vaccins aujourd'hui qui sont obligatoires euh, pour entrer en collectivité, que ce soit en crèche ou à l'école. Donc, ce sont des vaccins qui sont obligatoires. Euh, Sinon, les enfants ne sont tout simplement pas acceptés à l'école. Donc, on aurait très bien pu, là, considérer que le vaccin contre le Covid pouvait devenir lui aussi obligatoire. Hmm. Sauf que politiquement parlant, les politiques sont pas stupides, ils savent que c'est difficile d'imposer un vaccin nouveau sur une maladie nouvelle. Il y avait beaucoup de réticences en contexte voilà, de méfiance, voire de défiance envers les politiques et les scientifiques aussi. Du coup, c'était très compliqué d'imposer, on le voit actuellement, hein, les pays qui essaient d'imposer la vaccination, de la rendre obligatoire, sont très critiqués. C'est extrêmement compliqué de le faire passer auprès des citoyens. Du coup, qu'est-ce qui peut fonctionner pour inciter les individus à la vaccination? Eh bien, un pass sanitaire qui, pour moi, fonctionne effectivement comme un nudge, c'est-à-dire on va, plutôt que de rendre obligatoire la vaccination, on va interdire l'accès de certains endroits aux non-vaccinés ou en tout cas aux personnes qui n'ont pas le pass sanitaire. Attention, ce n'est pas un pass vaccinal, on n'en est pas là. Ça reste un pass sanitaire, c'est-à-dire qu'on peut quand même sans être vacciné aujourd'hui, continuer à vivre tout à fait normalement, il suffit de faire des tests. Mais effectivement, là encore, en rendant les tests payants pour les non-vaccinés, là encore, c'est une autre forme de nudge d'une certaine manière pour inciter les individus vers la vaccination. Hmm. Donc pour moi, oui, le pass sanitaire, ça fait partie de ces outils. Alors après, on l'appelle nudge ou pas nudge, mais en tout cas, c'est des outils qui sont incitatifs, Hmm. euh, qui sont de la stratégie politique derrière. Oui, Salut Wilton, mon exil. Non, t'es presque pas en retard. Allez. Bon, on avait 10 minutes de retard, donc t'as pas une heure de retard tout à fait. T'as 50 minutes de retard. Alors, du coup, Double Bernard nous dit le fait que le nudge, si j'ai bien compris, est l'instrument d'un exercice d'influence, donc de pouvoir sur les populations, ne le rend-il pas intrinsèquement politique?
est-ce qu'il est pertinent ou opportun de le considérer hors de ce champ, donc hors du champ politique, j'imagine, quel que soit l'espace au sein duquel il est employé? Ouais, c'est une super Euh, question. Ouais. ouais, Vas-y, c'est une monsieur bonne Bézard. question. Je pense que un des problèmes, alors je vais répondre je vais faire une petite parenthèse avant, mais ça va participer à ma réponse pour l'internaute. C'est que je trouve que le fait que le nudge se base en partie sur les biais comportementaux, les biais cognitifs, ça nous amène à tout voir au travers des biais cognitifs. Et Audrey tout à l'heure parlait de Sunstein qui s'était planté au début de la crise sanitaire en expliquant que s'il y avait une crise mondiale et qu'on paniquait un peu, c'était à cause d'un biais cognitif. Tout voir au travers du prisme des biais cognitifs, je trouve que ça déforme un peu la réalité et ça nous mène parfois dans le mur. Et quand on y réfléchit bien, quand on prend la définition du nudge, qui, comme Audrey l'a dit, est assez élastique, euh, tout ce qui va amener un changement de comportement ou même susciter un changement de comportement, ça peut être qualifié de nudge au final. Un nudge, Audrey a donné la définition, c'est quelque chose dans l'architecture du choix qui a un but de modification de comportement des individus de façon prévisible, sans interdire aucune option, sans changer les incitations actuelles. Donc si on va par là, une simple poignée sur une fenêtre, c'est un nudge. Parce que c'est de l'architecture de choix dans le but de modifier un Ok. comportement de façon prévisible. Enfin voilà, on peut aller très très loin, on peut devenir un peu parano et voir que tout est du nudge. À partir du moment, et je réponds à la question, où on utilise des leviers, on utilise de façon consciente des leviers comportementaux qui a priori fonctionnent dans une campagne de communication pour changer les comportements des individus. Et en plus de ça, quand ce sont des leviers comportementaux qui sont plutôt invisibles à la population, effectivement que c'est politique. C'est éminemment politique. Et le problème qu'il y a, à mon avis, avec les nudges, et ça c'est un problème éthique majeur, c'est qu'on va s'attarder sur le comportement individuel, alors qu'à la base, c'est un problème qui est plutôt de société. Et donc forcément, tout ça est politique. Rien que prendre la décision d'utiliser des nudges pour changer les comportements des gens, c'est politique, forcément. Voilà, donc je suis d'accord avec cet internaute sur ce sujet-là. Ouais. Audrey, tu voulais ajouter quelque chose? Je rebondis là-dessus parce que moi, je l'ai vu durant mon enquête. Vous pouvez aller voir peut-être un sociologue, Henri Bergeron, qui a fait un super livre avec des collègues à lui, des sociologues, sur le biais comportementaliste. Et en fait, ils expliquent que le nudge individualise, comme disait Dimitri tout à l'heure, des problématiques qui sont sociétales normalement. On l'a vu, typiquement, ils le démontrent très bien dans leur livre, euh, pour les masques. Ah oui. On a les masques, voilà, euh, des choix politiques durant 10 ans, même, je crois 20 ans, ont conduit à une diminution des stocks de masques. On arrive en période de pandémie, on n'a plus de masques pour des raisons politiques, parce que les choix ont été faits de ne pas renouveler les masques. Oui. Euh, alors que on arrive à un moment et on dit finalement aux individus, ah ben il faut confectionner vous-même vos masques, c'est de votre faute si vous vous contaminez, c'est à vous, individus, de confectionner vos masques et ainsi de suite. On voit là qu'il y a une problématique de politique publique Mhm. forcément été prise en compte de manière assez considérée. Et derrière, on incrimine les individus en les infantilisant, en leur disant attention, si vous mettez pas bien vos masques ou si vous gardez pas vos distances, on supprime Noël. Enfin, Mhm. je schématise un petit Ouais. peu, mais il y a un peu de ça. Ok. Euh, On comprend le et principe, ouais. voilà, l'aspect politique publique, là, pendant la pandémie, quand on utilise des nudges pour faire adopter, pour faire changer les comportements des individus alors qu'on n'a pas de masque, on voit bien le fossé entre ces deux problématiques. On voit bien que c'est un choix politique Mhm. de décider de faire appel à BVA, une entreprise privée, pour mettre en place des nudges, alors que par ailleurs, les politiques publiques n'ont pas fait leur boulot en amont. Oui, ça rejoint. J'avais lu aussi ce que disait Franck Pasquale, qui est un prof de droit aux USA,
et qui disait que le nudge avait tendance à individualiser des problèmes qui étaient plus larges, des problèmes de société, voire parfois, j'ai l'impression que c'est un peu le cas que tu décris ici, à masquer les carences de l'État, c'est-à-dire à masquer les fois où l'État aurait pu prendre une autre décision et il ne l'a pas fait. Et du coup, plutôt que de reconnaître qu'il aurait pu faire autrement, ça fait passer la responsabilité sur les individus. Oui, Exactement. Et moi, c'est ce que je dis dans mon bouquin, c'est que le nudge, dans ce genre de cas, c'est vraiment voilà, une rustine pour masquer les manquements de l'État. On oui, utilise quelque chose, comme ça permet aux politiques de dire, regardez, on fait quelque chose, on met en place quelque chose, mais derrière, en fait, c'est un tout petit outil euh, qui ne vient pas combler 10 ans de politique publique Hmm. un peu légère, on va dire. ça a des aspects très séduisants aussi pour les politiques, puisque Audrey en parlait, là, mais Bergeron, Castel et leurs collègues dans leur livre Le biais comportementaliste expliquent que le nudge et en général même les sciences comportementales, ils parlent d'affinité élective. En gros, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, ça réduit des problématiques sociales à des problématiques individuelles, de dire voilà, on va pousser les gens à manger une salade plutôt qu'un hamburger dans leur self, on fait un nudge là-dessus, alors qu'en réalité, on veut plutôt s'attaquer à la problématique sociale de, je sais pas, l'obésité ou la malbouffe. Est-ce que l'échelle est la bonne? Pas forcément, mais comme l'a dit Audrey aussi, et comme le dit Bergeron et ses collègues, ça permet de montrer qu'on a fait un truc. Regardez, on a fait un nudge et encore plus beau. Et ça, je pense que c'est une tare qui vient un peu du monde scientifique. Euh, mais dans leur livre, ils relatent une table ronde, un sommet, je ne sais plus, de l'OCDE en 2019, dans laquelle il y a plein de nudge units de différents pays qui étaient venus. Et il y a une personne du Canada qui expliquait que présente les nudges comme des expérimentations. Hmm. Comme ça, quand ça marche pas, c'est pas grave, c'est une expérimentation et ils n'ont pas besoin de communiquer dessus. Ce qui signifie qu'à l'échelle d'un État, comme à l'échelle d'une entreprise ou de toute collectivité publique, si on utilise des sciences comportementales ou les nudges et que ça tombe à l'eau, bah, c'est pas grave. C'est une expérimentation et on n'a pas besoin de communiquer dessus, alors que derrière, bah, il y a des fonds publics quand même. Et puis, on influence les individus, même si ça marche pas, on a tenté de les influencer. Hmm. Donc, ouais, voilà, il y a toute cette problématique éthique derrière les sciences comportementales et en particulier les nudges qui font un peu le vent en ce moment, qu'on entend quand même beaucoup moins. On entend beaucoup parler des nudges, mais beaucoup moins de l'éthique qu'il y a derrière. Alors justement, c'est par rapport à cette question d'éthique, on a l'impression quand même qu'il vaut mieux obtenir un changement de comportement par une méthode plus ou moins douce comme le nudge que par d'autres méthodes. Mais pour vous, ça reste problématique. Audrey, est-ce que pour toi, c'est un problème quand même l'utilisation du nudge? Moi, je suis assez critique sur l'utilisation du nudge par les politiques publiques. Je trouve que c'est pas trop leur place et leur lieu. Je pense que les politiques publiques devraient, enfin, et les politiques en général devraient plutôt tout axer sur l'information éclairée des citoyens pour qu'ils puissent prendre des choix et faire des décisions de manière éclairée plutôt qu'essayer de les influencer. Sachant que, comme l'a très justement dit Dimitri, on va influencer et manipuler des individus, ou tenter de le faire en tout cas. Euh, je pense que les citoyens, et d'ailleurs, je l'ai vu à la sortie de mon livre, hein, les réactions ont été assez outrées de la part des citoyens, de se dire, mais en fait, on nous manipule au quotidien, on n'est même pas au Hmm. courant. Voilà, on voit la réticence. Je trouve que ça ajoute en plus de la réticence qu'il peut y avoir envers les politiques. Je pense pas qu'ils aient besoin de ça en ce moment. Voilà, il y a quand même une réticence assez généralisée euh, à l'heure actuelle. Donc, pour moi, effectivement, les politiques publiques, c'est pas le lieu de tenter du nudge. Je vais donner un exemple tout bête, mais la DITP, donc c'est le département de sciences comportementales de l'État, euh, nudge les individus pour diminuer leur consommation de chauffage au bois, puisqu'on sait que le chauffage au bois est extrêmement polluant. Hmm. Euh,
en région parisienne notamment, on croit que les particules fines, c'est essentiellement les voitures. Oui, mais c'est aussi le chauffage au bois. Et plutôt que de faire une loi et de dire c'est mauvais pour la santé, donc on prend la décision, nous, d'interdire pour des raisons de santé publique avec telle donnée, tel chiffre, telle conséquence à long terme, etc. Et de donner les moyens pour que les individus modifient leur chauffage et utilisent autre chose. Non, on va les nudger. Hmm. Donc, on va envoyer des courriers avec quelques informations et puis quelques nudges derrière pour inciter les individus à abandonner le chauffage au bois. Je trouve que c'est beaucoup d'argent public dépensé pour peu d'efficacité et pour derrière continuer à polluer au chauffage au bois. En fait, je trouve qu'il y a une certaine lâcheté du politique à se cacher derrière un nudge en disant on a essayé de faire quelque chose. Ce sont les individus qui décident derrière plutôt que d'essayer de proposer une information éclairée, d'expliquer pourquoi on va légiférer ou on va prendre telle ou telle décision. Pour moi, ça serait beaucoup plus simple finalement et beaucoup plus sain Hmm. et moins onéreux aussi de prendre des décisions claires à court terme en expliquant et en intégrant les citoyens dans le processus décisionnel, qui avec le nudge n'est pas du tout le cas, puisque d'une part, on ne s'adresse pas à leurs raisons, et d'autre part, on essaie de les influencer sans vraiment leur dire ce qu'on fait. Hmm. Donc, on note, je trouve, cette part de choix finalement, tout en disant on laisse le choix aux individus, mais en fait, pas vraiment, puisqu'on les informe pas de manière très éclairée sur ce qui peut être fait. Ok, peut-être Dimitri, toi qui pratiques la science comportementale au quotidien, Oui. notamment en tant que consultant, est-ce que tu as un avis Euh, différent là-dessus? un petit peu différent, un peu nuancé, je dirais. L'utilisation des sciences comportementales pour les politiques publiques, ça peut être une bonne solution, mais pas pour tous les comportements. Il y a une étude récente, alors j'ai pas réussi à remettre la main dessus, donc je suis désolé, je pourrais pas donner la source, c'est pas bien. Mais il y a une étude récente On qui te montre croit. que les nudges sont au final pas si efficaces que ça, et surtout sur le long terme. Après, c'est normal, les nudges, c'est la modification de quelque chose dans l'environnement qui va facilement diriger vers un comportement A plutôt qu'un comportement B. Donc on ne peut pas attendre des individus qu'ils adaptent ce comportement-là et qu'ils l'intègrent à leurs habitudes. Ce qui fait que la plupart des politiques publiques, c'est plutôt sur des comportements qui vont avoir sur le cours, sur le temps long. Là, Audrey parlait de faire du feu. Bah, effectivement, s'il s'agit de demander aux gens d'arrêter de faire du feu pendant un mois ou deux, les nudges, ouais, ça peut fonctionner. Mais si c'est pour le restant de leur vie, bah non, ça va pas fonctionner. À moins de continuer le nudge ou même de l'améliorer tout le temps, et auquel cas, ça rime à rien. Utiliser les nudges pour pousser les individus à porter le masque correctement, faire attention aux distanciations physiques. Là, pour moi, ouais, c'est quelque chose qui est à utiliser, d'autant plus qu'il y a une certaine urgence. Donc ça peut être intéressant d'avoir les nudges ou les sciences comportementales de façon plus large comme un arsenal supplémentaire qu'on utilise sur le moment. Puisqu'à priori, on espère, ça ne devrait pas durer très longtemps, quoi. Enfin, pas des années et des années, quoi. Donc en fait, ça dépend. Si c'est un comportement qui est ponctuel, ou si c'est un comportement qui est dans une situation vraiment particulière, qui n'est pas habituelle, utiliser les sciences comportementales, ça peut être super intéressant. Et d'ailleurs, les sciences comportementales, globalement, quand on ne parle plus que des nudges, le but des sciences comportementales, c'est pas seulement de changer les comportements, c'est aussi de les comprendre. Donc là, il y a tout un versant scientifique qui est vachement important, à mon avis, et qui peut apporter énormément d'informations quand on l'intègre aux décisions politiques, donc aux décisions de politique publique. Après, ce qu'a dit Audrey, c'est pas faux non plus, puisque les nudges, c'est juste court-circuiter un peu la réflexion. Ça serait aussi pas mal de verser plus sur l'éducation. Alors, j'aime pas le terme d'éducation, mais plus éclairer, informer les citoyens et leur faire comprendre pourquoi c'est important, quoi. Pourquoi il faut arrêter de faire du feu dans les cheminées, ou en tout cas réduire autant que possible. Pourquoi ça pollue, et pas simplement un courrier en disant tiens, il y a, je sais pas, 95% de vos voisins qui ont arrêté de faire du feu dans leur cheminée ou qui n'ont pas de cheminée. Voilà. Donc, ce serait effectivement de prendre les concitoyens pour des gens qui sont capables de comprendre, qui sont capables de changer leur comportement,
Et c'est un peu ce problème du paternalisme libertarien qu'on a ici, c'est que les gens qui sont à l'origine des nudges, ou en tout cas des leviers utilisés pour les politiques publiques, quelque part, ils savent, peut-être même mieux que les citoyens, ce qui est bien pour eux. Et ça pose un autre problématique. Donc voilà, pour répondre à la question, sur le court terme, moi je trouve ça génial. Par contre, sur le long terme, quand on parle de politique publique, sur le long terme, non, pas très efficace sur le plan scientifique, ça a été montré. Et en plus de ça, effectivement, ça coûte. Et puis ça infantilise un peu la population. Ok, donc oui, ma dernière question qui était celle de l'efficacité du nudge, tu y as répondu plus ou moins. Audrey, peut-être tu voulais dire quelque chose là-dessus. Pour toi, ça reste efficace quand même, le nudge, malgré tous les problèmes qui y sont liés? Non, non, alors ça a été démontré, hein, comme l'a dit Dimitri. Pareil, j'ai pas les études sous la main là, mais il y a plusieurs études qui ont été faites sur l'efficacité du nudge. Et effectivement, on voit que le nudge est efficace, alors pas toujours, mais quand il est efficace, il va être efficace ponctuellement, à un endroit très précis et de manière voilà, instantanée. Ensuite, on voit que l'efficacité du nudge diminue dans le temps. C'est normal parce que le cerveau s'habitue et le cerveau va s'adapter aussi en fonction. Et donc, il faut sans cesse renouveler les nudges pour que ce soit efficace pour le long terme. Donc, effectivement, on présente, en tout cas, les politiques aiment bien le nudge parce qu'ils voient quelque chose d'efficace tout de suite et maintenant, ils vont vouloir de cette solution efficace et présentée comme peu chère. Mais effectivement, sur le long terme, en termes de politique publique, pour moi, c'est pas intéressant parce que l'efficacité, de toute façon, elle s'étiole dans le temps. Hmm. On a une question de Double Bernard, du coup, qui est, comme le faisait remarquer Dimitri, c'est Stéphane, c'est ça, qui est un pote commun, Dimitri et moi, de la fac de psycho. Bref, tout ça pour dire, la question était, dans ce cadre, vous avez mentionné BVA, qui a assuré une prestation nudgée pour l'État. De quoi est-ce qu'il s'agit? D'un dispositif, d'une entreprise? Alors, BVA? BVA, ouais, BVA, c'est un institut privé. Vous connaissez peut-être les sondages Oui, c'est ça, BVA. ils font des Ah, sondages. ils Ok, font des sondages, pas que, hein. Ils font pas que des sondages. d'accord. Et là, spécifiquement, ils ont une filiale, en fait, qui s'appelle la BVA Nudge Unit. Donc, c'est vraiment une entité qui se consacre totalement aux sciences comportementales et Ah oui, spécifiquement au nudge. d'accord. Voilà, exactement. Et en fait, eux, ils proposent des solutions euh, aux entreprises privées, mais aussi à l'État, donc, des solutions nudgées, en fait. Donc, Hmm. ils ont réfléchi à proposer, par exemple, le terme de masque grand public, c'est eux qui l'ont créé, cette histoire de première, deuxième et troisième ligne, qu'on a beaucoup vu, qui est un terme un peu nudgé. Enfin, eux, ils le présentent comme ça, mais encore, pour moi, c'est pas vraiment du nudge, mais eux, ils le présentent comme tel, qui était pour expliquer pourquoi certaines personnes avaient le droit de sortir et d'autres non, Hmm. dans le premier confinement. Donc, on reprenait le vocabulaire guerrier et puis on disait les premières lignes, ce sont ceux qui vont au front. Donc, les soignants, les éboueurs, etc., Ouais, etc. on se souvient de ce film. Hmm. Les caissiers, etc. Et troisième ligne, pour rester chez vous. Voilà, donc BVA, là, c'est spécifiquement la BVA Nudge Unit, une D'accord. filiale BVA, entreprise privée qui a été au service de l'État. D'accord, donc c'est plus ou moins une entreprise privée spécialiste du nudge, quoi, en gros, en France. Oui, c'est ça, ouais, 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 ouais. C'est-à-dire que BVA n'est pas spécialiste du nudge, mais la BVA Nudge Unit ne fait que ça. Ah oui, d'accord. Et voilà, c'est vraiment une filiale, Une hein. filiale de l'entreprise, ok, plus large. Ok, ben, je pense que ça répondait à la question. Ben, en tout cas, pour ma part, je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait des choses dont vous vouliez parler, dont on n'a pas parlé. Pas spécifiquement, mais juste parce que là, on dépeint un tableau un peu noir quand même. Depuis C'est tout à l'heure, vrai. on a l'impression qu'on sort dans la rue, on va être influencé de tous les côtés. Là, en plus, on a parlé que de l'utilisation des nudges ou en tout cas des sciences comportementales par l'État.
mais écoute des entreprises privées, de la publicité, de marketing, tout ça. Mais si ça peut rassurer un peu les gens, voilà, c'est utilisé depuis très longtemps. Les nudges, comme le disait Audrey, non, ça depuis 2008, en gros, depuis la sortie du livre Nudge par Sunstein et Thaler. Mais on est constamment influencé tout le temps. Pour ceux qui connaissent, je sais pas, les travaux, par exemple, de Paul Václavic, il expliquait que on est tout le temps en train de s'influencer les uns les autres. Là, depuis le début, on parle de choses, on explique des choses, et le but, comme à Audrey, comme à moi, et puis même à toi, Hugo, c'est de faire en sorte que les gens nous comprennent et soient plutôt d'accord avec nous. Donc, on va employer certains termes plutôt que d'autres. On va avoir des tournures qui vont montrer les choses d'une certaine façon, et on a tout le temps cette intention d'influencer, de faire en sorte que les gens soient plutôt d'accord avec nous. Alors, il ne s'agit pas forcément de tout le temps de changer les comportements, mais l'influence est partout. Ouais. Et après, on pourrait aussi se poser la question, puisque moi ici, c'est mon boulot, donc je défends un peu mon steak, on pourrait dire ça, donc je pourrais être un peu malhonnête et un peu cacher les choses. Mais si on réfléchit et qu'on voit que l'influence est partout, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce qui fonctionne, ce que les sciences comportementales nous montrent comme étant des leviers efficaces, pour changer des comportements qui seraient a priori pour un bien commun, ou en tout cas influencer des comportements qui seraient initialement voulus par les gens, mais qui ne le font pas par manque de temps, par manque de volonté ou d'autres raisons, et les aider, puisque les communications existent déjà. Quand on voit des campagnes publicitaires pour le tri des déchets, par exemple, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et comme je le disais au début, on a un écart entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Là, si on demande aux personnes du chat, qu'est-ce que vous pensez du tri des déchets, c'est bien, c'est pas bien, il faut le faire. Et après, est-ce que vous le faites tout le temps? Est-ce que vous regardez scrupuleusement sur tous les emballages, s'il faut le mettre dans les déchets d'ordures ménagères ou avec le carton, voilà. Et ben, si on peut utiliser les sciences comportementales pour réduire cet écart entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait réellement, ben dans ce cas-là, pourquoi pas? Il faut juste, à mon sens, il faudrait juste par contre des garde-fous qu'on n'a pas, et des réflexions qu'en France on n'a pas énormément, on en a beaucoup aux États-Unis, mais des réflexions sur l'éthique en France on n'en a pas énormément. Il faudrait, je pense, des garde-fous, surtout quand c'est utilisé par des politiques publiques, pour qu'on puisse garantir à l'ensemble de la population que oui, il y a des procédés manipulatoires issus des sciences comportementales qui sont utilisés, mais voilà, être transparent, voilà l'objectif, voilà le comportement qu'on veut vous faire adopter, voilà pourquoi surtout. Audrey tout à l'heure parlait de la DICP, et sans vouloir les défendre, parce que je ne les connais pas plus que ce que je lis d'eux, à chaque fois qu'ils font un truc, ils publient, ils expliquent ce qu'ils font. Alors c'est difficilement accessible, il faut le savoir, il faut aller sur leur site, mais en tout cas, c'est transparent. Il y a d'autres boîtes privées qui ne publient rien, c'est pas transparent, donc on ne sait pas ce qui est fait. Donc en tout cas, pour la sphère publique, je trouve que c'est pas mal déjà d'avoir un premier pas, de savoir un petit peu ce qui est fait et les manipulations, les procédés manipulatoires auxquels la population est exposée, mais ça devrait, à mon sens, ça devrait aller un peu plus loin. Il faudrait qu'on puisse avoir des processus de manipulation qui soient tout le temps transparents. Et puis, alors je ne sais plus si c'est toi ou si c'est Audrey qui parlait d'une conception un peu plus démocratique, parce que quand on réfléchit à l'éthique des sciences comportementales pour changer les comportements des individus, on en arrive au final à la question de la noble cause. C'est ce que disait Jean-Léon Beauvois. Donc, on parlait par exemple de pied dans la porte, tout ça, ce que Jean-Léon Beauvois appelait la soumission librement consentie. Ce monsieur-là a beaucoup travaillé sur les sciences du comportement et aussi sur la politique. Et d'ailleurs, il expliquait que c'est un grand regret, c'est que les sciences comportementales se détachaient de plus en plus des visions politiques ou des explications politiques, ou en tout cas de la politique, et que ça l'a vidé un peu de son sens. Et il expliquait par rapport aux techniques de soumission que à son sens, il faudrait, en tout cas les chercheurs et lui en particulier, n'accepter de mettre ces techniques-là qu'au service de nobles causes. Il donnait des exemples, alors je ne les ai plus en tête, mais en gros que les gens sur les chantiers mettent leur casque de protection pour réduire le nombre d'accidents, ben voilà, ça c'est une noble cause, par exemple. Qu'on pousse des jeunes à avoir un préservatif sur eux qui pourrait laisser entendre qu'ils vont l'utiliser, c'est pareil. Qu'on accompagne des personnes âgées qui prennent bien leurs médicaments pour éviter les accidents cardiovasculaires. Voilà. Et j'ai retenu une phrase de lui que je trouve géniale. Pour lui, ne pas utiliser ces techniques-là parce qu'elles sont pas jolies à voir, et c'est ce qu'il disait, c'est une coquetterie d'intellectuels petits bourgeois. Alors, bon, quelque part, ouais, Ok, moi j'aime bien la il y formule. va Après, fort. c'est Beauvois. Ben voilà, ceux qui connaissent Beauvois sauront que
voilà, le sens derrière ton terme. Mais c'est ça l'idée, c'est de savoir quelle est la bonne cause. Et le problème avec tout ça, c'est que les individus qui vont définir des, des nudges ou des choix, pardon, des contextes pour changer les comportements, eh ben, ils savent pour les autres. Voilà, ils vont décider quelle est la bonne cause pour les autres. Et peut-être qu'on pourrait mettre un peu plus de démocratie dans ça, juste décider ce qui est une bonne cause ou ce qui n'est pas une bonne cause, et ce pourquoi on a le droit d'utiliser des sciences comportementales, en tout cas dans les politiques publiques, et ce pourquoi non, on n'a pas le droit. Et je pense que ça serait un pas de géant dans les sciences comportementales en tout cas. JLB méritait cet hommage, dit Sigfay, un énorme chercheur et critique des politiques notamment. Ok, donc le chat, j'espère que vous avez compris. Donc soit vous triez bien vos déchets, soit il vous faut un peu de nudge, quoi. Hein. C'est ça. Non, je caricature ce que tu disais, Dimitri. Ok, c'est pas vraiment ce que tu disais, mais bon, en tout cas, on perçoit bien quand même que vous n'êtes pas tout à fait d'accord parce qu'Audrey, toi, t'es plus réticente de manière générale au nudge, quoi. Pourtant, il n'y a pas de bonne façon de l'utiliser. C'est pas qu'il n'y a pas de bonne façon, mais je pense que ce que décrit Dimitri, qui serait intéressant, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Donc, moi, voilà, je suis pas chercheuse, je suis journaliste et je regarde ce qui se fait actuellement. Et sur ce qui se fait actuellement en nudge, en politique publique, hein, je suis pas du tout à l'aise avec ça, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, voilà, je considère que on infantilise les gens, on leur ôte la rationalité, on décide à leur place, tout en faisant croire qu'on leur laisse le choix. Et derrière ça, on utilise des fonds publics et on s'attaque pas à certains vrais problèmes. Ouais. Après, effectivement, ce que décrit Dimitri, je ne serais pas contre non plus, mais malheureusement, en politique publique, on n'y est pas. On n'y est pas. Ok. Bon, eh ben, on va s'arrêter là. Merci à tous les deux. Donc, je présente ton livre, Audrey, Souriez, vous êtes nudgé, voilà, qui est paru cette année, hein, il me semble. C'est Oui, ça. en avril. Comment le marketing infiltre l'État. Voilà. Vous avez le lien qui est dans le chat encore. C'est Anarchinov qui a tapé la commande, donc vous pouvez cliquer sur le lien pour voir, en savoir un peu plus sur ce bouquin. Voilà. Et ben, je crois qu'on est bon. Donc merci à tous, merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont posé des questions, c'était sympa. C'était un live plutôt interactif ce soir. Donc voilà, c'était un plaisir. Merci à Audrey d'être venue. Merci à Dimitri aussi. Merci à Nous toi, merci au chat. on se retrouve. Alors attention, attention le chat. On se retrouve pas mercredi prochain. On se retrouve lundi. On a un live un peu exceptionnel pour parler de la nouvelle formule de sciences humaines